Lorsque vous regardez une photographie, avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse votre esprit lui donne un sens? Deux personnes marchent côte à côte, et presque inévitablement, une histoire apparaît. Une hypothèse, une interprétation, une évidence. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines explications nous paraissent naturelles, alors que d'autres ne nous viennent même pas à l'esprit? Pourquoi certaines idées s'imposent-elles immédiatement? Et pourquoi d'autres semblent-elles invisibles avant d'avoir été envisagées? Cette question m'a conduit beaucoup plus loin que je ne l'imaginais. Elle m'a conduit vers les réseaux, vers les médias, vers le pouvoir culturel, mais surtout vers quelque chose de beaucoup plus troublant. La manière dont une société construit ce qui lui paraît naturel. Prenez bien vos aises. Bienvenue dans l'incarnation. Je vous ai compris. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, mon point de départ était finalement assez simple. Je me suis demandé qui partage la vie de ceux qui occupent les positions de pouvoir. Pas seulement les responsables politiques, pas seulement les journalistes, mais aussi les dirigeants de médias, les personnalités influentes, les gens qui participent à la fabrication du débat public. J'ai donc commencé à regarder qui est marié avec qui vit avec qui fréquente qui travaille dans quel milieu, et assez rapidement un phénomène est apparu. Ce phénomène n'a rien d'illégal, il n'a rien de secret, il est même parfaitement visible, mais nous y prêtons rarement attention. Lorsque l'on observe les politiques, leurs conjoints, les journalistes les plus exposés, les dirigeants d'institutions ou les personnalités médiatiques, on retrouve très souvent les mêmes univers. La politique, les médias, la haute fonction publique, la culture, les grandes entreprises, les cabinets de conseil, les institutions. Autrement dit, les personnes qui occupent les positions les plus visibles dans notre société vivent souvent au contact d'autres personnes qui occupent elles aussi des positions d'influence. Bien sûr, il existe des exceptions, mais lorsqu'on prend suffisamment de recul, un motif apparaît. Les élites ont tendance à se fréquenter, à travailler ensemble, à se marier entre elles, à partager les mêmes espaces sociaux, à envoyer leurs enfants dans les mêmes établissements. Les sociologues ont un mot pour cela. Ils parlent d'endogamie sociale, c'est-à-dire la tendance à un groupe à se reproduire à l'intérieur de lui-même. Ce n'est pas forcément volontaire, ce n'est pas forcément conscient, c'est simplement un phénomène humain. On rencontre plus facilement des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes codes, les mêmes références, les mêmes habitudes, les mêmes préoccupations, ce qui finit parfois par produire une forme de proximité. Non pas une proximité organisée, non pas une proximité conspiratrice, simplement une proximité humaine, mais lorsqu'elle concerne les sphères de pouvoir, de l'information et de l'influence. Une question demeure. La diversité des points de vue peut-elle réellement prospérer lorsque ceux qui façonnent le débat public partagent si souvent les mêmes références? À ce stade, je pensais avoir trouvé mon sujet. Je me disais, voilà, le problème est là. Les réseaux, les connexions, les proximités, les cercles d'influence. Mais plus j'avançais, plus quelque chose me dérangeait. Parce qu'en réalité, ce constat n'avait rien de particulièrement nouveau. Cela fait des décennies que l'on sait que les milieux de pouvoir fonctionnent en réseau, que les politiques fréquentent des entreprises, que les responsables culturels fréquentent des journalistes. Alors une autre question a commencé à apparaître. Une question beaucoup plus intéressante. Une question qui allait complètement changer ma réflexion. Et cette question était la suivante. Même si ces réseaux existent, comment influencent-ils réellement notre manière de penser? Parce qu'au fond, le véritable sujet n'est pas de savoir qui connaît qui. Le véritable sujet peut être de comprendre comment certaines idées deviennent-elles naturelles dans une société. Et c'est à partir de là que mon enquête a pris une direction totalement inattendue. Puis est arrivé l'exemple qui a tout changé. Car un jour, je suis tombé sur une photo. Une photo qui, à première vue, n'avait absolument rien d'extraordinaire.
On y voyait simplement deux personnes, un homme, une femme, marchant côte à côte dans la rue. Rien de plus. Pas de geste affectif, pas de main tenue, pas d'étreinte, pas même un comportement qui permettrait d'affirmer quoi que ce soit. Et pourtant, presque instantanément, un récit est apparu. Un récit si naturel que la plupart des gens ne l'ont probablement même pas remarqué. Cet homme et cette femme étaient supposés être en couple. À partir de cette simple supposition, d'autres hypothèses ont commencé à se construire. Peut-être entretenait-il une relation. Peut-être cette relation posait-elle un problème. Peut-être cette situation pouvait-elle avoir des conséquences. Tout cela à partir d'une photographie qui, en réalité, ne montrait rien d'autre que deux personnes marchant dans la rue. C'est à ce moment précis que quelque chose m'a frappé. Non pas ce que les gens pensaient, mais ce qu'ils ne pensaient pas. Pourquoi l'hypothèse du couple semblait-elle immédiatement naturelle ? Pourquoi apparaissait-elle avant toutes les autres ? Pourquoi certaines possibilités surgissaient-elles spontanément dans l'esprit collectif alors que d'autres restaient totalement invisibles ? Après tout, ces deux personnes pouvaient être des collègues, des amis, des proches, des collaborateurs, ou simplement deux individus partageant un moment de leur journée. D'autres hypothèses existaient. Pourtant, elles semblaient absentes du premier mouvement de réflexion. Et c'est là que j'ai compris que mon sujet n'était plus la photo. Mon sujet n'était même plus les médias. Mon sujet devenait tout autre. Je commençais à m'interroger sur quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi certaines interprétations nous paraissent-elles naturelles, alors que d'autres ne nous viennent même pas à l'esprit ? Cette question aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui a retenu mon attention n'était pas seulement la photo elle-même, c'était ce qui s'est produit ensuite. À partir d'une hypothèse construite autour de cette image, des réactions institutionnelles ont été envisagées. Des questions déontologiques ont été soulevées. Des vérifications ont été demandées. Autrement dit, une chaîne de conséquences potentielles s'est mise en mouvement. Et c'est précisément là que quelque chose m'a interpellé. Non pas parce qu'il serait illégitime de vérifier une situation lorsqu'un doute existe, mais parce que toute cette dynamique semblait reposer sur une hypothèse initiale qui, à ce stade, n'était pas établie. Et c'est à ce moment que la question a changé de nature. Je ne me demandais plus si cette hypothèse était vraie ou fausse, je me demandais pourquoi elle avait semblé suffisamment naturelle pour devenir immédiatement la grille de lecture dominante. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon sujet n'était plus la photo. Mon sujet n'était même plus les médias. Mon sujet n'était plus la politique. Mon sujet devenait beaucoup plus vaste. Je commençais à m'interroger sur la manière dont une société construit ses évidences. Car une société n'est pas seulement définie par ce qu'elle interdit, elle est aussi définie par ce qu'elle ne pense même plus à envisager, par les hypothèses qui lui paraissent immédiatement plausibles, et par celles qui restent invisibles. Peut-être que le véritable pouvoir culturel ne consiste pas à imposer certaines réponses, peut-être consiste-t-il à déterminer, souvent de manière invisible, quelles questions paraissent naturelles et quelles autres ne le paraissent même pas. Et soudain, ma réflexion n'avait plus grand-chose à voir avec une photographie. Elle portait désormais sur quelque chose de beaucoup plus profond. La réduction invisible du champ des hypothèses possibles. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Car plus j'avançais dans cette réflexion, plus une autre question apparaissait. Pourquoi certaines hypothèses nous viennent-elles immédiatement à l'esprit ? Et pourquoi d'autres semblent-elles tellement improbables que nous ne prenons même pas la peine de les envisager ? Car au fond, aucune société ne repart de zéro chaque matin. Nous héritons tous d'un ensemble de références, d'habitudes mentales, de récits, de représentations, de catégories qui nous permettent d'interpréter le monde rapidement. Et c'est parfaitement normal. Sans ces raccourcis, chaque situation exigerait de nous une analyse complète. Notre cerveau serait incapable de fonctionner efficacement. Nous avons donc besoin d'évidence. Nous avons besoin de repères. Nous avons besoin de schémas qui nous permettent de comprendre rapidement ce qui nous entoure. Le problème n'est donc pas l'existence de ces évidences. Le problème apparaît lorsque nous cessons de les voir comme des évidences. Lorsque nous commençons à les considérer comme des réalités incontestables. Car à force d'être répétées, certaines interprétations finissent par devenir naturelles. À force d'être naturelles, elles deviennent invisibles. Et lorsqu'elles deviennent invisibles, elles cessent d'être interrogées. C'est ainsi que se fabriquent les évidences collectives. Non pas par un ordre venu d'en haut, ni par une décision concertée, mais par l'accumulation de milliers de récits, de réflexes, d'habitudes et de représentations qui finissent par dessiner les contours de ce qui paraît normal. Et inversement, ce qui n'entre pas dans ces contours devient progressivement plus difficile à imaginer, plus difficile à formuler,
parfois même plus difficile à percevoir. À ce stade de ma réflexion, je commençais à comprendre que le véritable enjeu n'était peut-être pas de savoir quelle réponse une société produit, mais quelle question elle considère comme naturelle. Et c'est cette idée qui allait me conduire vers une conclusion encore plus troublante. Et plus je réfléchissais à cette question, plus une intuition commençait à émerger. Peut-être que ce phénomène n'était pas limité à cette seule photographie. Le vrai sujet est devenu comment une société choisit-elle parmi plusieurs interprétations possibles celle qu'elle considère comme naturelle ou comme plus plausible. Par quel mécanisme certaines hypothèses deviennent-elles privilégiées? Peut-être que certaines interprétations deviennent dominantes, non pas parce qu'elles sont les plus exactes, mais parce qu'elles sont les plus simples, les plus familières, les plus compatibles avec les récits déjà présents dans notre esprit. Car face à la complexité du réel, nous cherchons spontanément des repères, des explications, des schémas, des catégories. Nous simplifions pour comprendre. Et parfois, en simplifiant, nous réduisons le champ des possibles. Non par malveillance, non par stratégie, mais parce que notre esprit cherche naturellement à rendre le monde plus lisible. La question devient alors, à partir de quel moment cette simplification cesse-t-elle d'être un outil utile pour devenir un filtre qui nous empêche de voir d'autres possibilités? Plus j'avançais dans cette réflexion, plus une autre question apparaissait. Si certaines interprétations deviennent naturelles, d'où leur vient cette apparente évidence? Qui les formule? Qui les relaie? D'où parlent ceux qui les formulent? Car aucune idée n'apparaît dans le vide, aucune interprétation ne naît de nulle part. Et peut-être que le véritable pouvoir n'est pas seulement celui qui produit des réponses, peut-être est-il celui qui façonne discrètement les questions qui paraissent naturelles. Prenons un exemple concret. Emmanuel Macron, président de la République française, élu à 2 reprises au suffrage universel. Si des millions de personnes ont vu en Emmanuel Macron l'incarnation d'une synthèse politique, d'une certaine modernité, ou encore d'un dépassement du clivage droite-gauche, alors cette perception mérite d'être étudiée en elle-même. Non pas pour déterminer si elle était vraie ou fausse, mais pour comprendre une question beaucoup plus intéressante. Comment cette lecture est-elle devenue plausible pour autant de monde? Car, selon l'angle sous lequel on l'observe, Emmanuel Macron peut apparaître de manière très différente. Certains mettront l'accent sur son action économique, largement orientée vers l'entreprise, la compétitivité et le marché. D'autres insisteront davantage sur son discours européen, sociétal ou culturel, souvent associé au centre ou à une forme de gauche modérée. D'autres encore diront que toute la particularité du macronisme réside précisément dans le brouillage de ces catégories. Mais au fond, la question qui m'intéresse n'est pas de savoir qui a raison. La question est de comprendre depuis quelle catégorie interprétons-nous le réel? Car des millions de personnes peuvent observer le même personnage politique et pourtant ne pas voir exactement la même chose. Les faits observés sont souvent les mêmes. Ce qui change, c'est la grille de lecture pour leur donner du sens. À ce stade, une autre réflexion a commencé à émerger. Car si aucune idée n'apparaît dans le vide, alors aucune interprétation n'apparaît dans le vide non plus. Nous avons vu que les milieux de pouvoir, des médias, de la haute fonction publique ou encore de la culture entretiennent souvent de nombreuses proximités. Non pas nécessairement des proximités organisées, mais des proximités humaines. Des personnes qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, qui fréquentent les mêmes lieux, qui partagent parfois leur vie. Et c'est parfaitement normal. Un couple discute, échange, confronte ses points de vue, partage ses expériences et ses inquiétudes. Pourquoi en irait-il autrement lorsqu'il s'agit d'un journaliste, d'un responsable politique, d'un haut fonctionnaire ou d'une personnalité influente? La question n'est donc pas de savoir si ces personnes s'influencent délibérément, la question est peut-être plus profonde. Que devient la diversité des cadres de pensée lorsque ceux qui participent à la fabrication du débat public évoluent si souvent dans des univers qui se croisent, se rencontrent et se comprennent déjà? Car le pouvoir culturel ne réside peut-être pas seulement dans les réponses qui circulent, il réside peut-être aussi dans les questions qui paraissent naturelles à ceux qui les posent. Lorsque les mêmes univers se fréquentent continuellement, est-il surprenant qu'ils finissent parfois par partager certaines évidences? Car si les évidences collectives existent, si les interprétations dominantes existent, alors une question devient inévitable. Que se passe-t-il lorsqu'apparaissent des interprétations concurrentes? Après tout, une thèse ne devient pas influente simplement parce qu'elle existe. Des milliers d'antithèses existent en permanence dans une société. Et d'une certaine manière, cela est parfaitement normal. Car s'il existe une thèse, il existe nécessairement la possibilité d'une antithèse.
L'une ne prend véritablement son sens qu'en présence de l'autre. Le chaud n'apparaît qu'en contraste avec le froid. Le nord n'existe que parce qu'il existe un sud. Le blanc ne se distingue du noir que parce que le noir existe lui aussi. De la même façon, une interprétation du réel ne devient visible comme interprétation qu'à partir du moment où une autre lecture devient envisageable. Tant qu'une seule lecture paraît naturelle, elle cesse même d'apparaître comme une thèse. Elle devient simplement l'évidence. Elle devient le décor. Elle devient la manière normale de voir les choses. C'est précisément lorsque des lectures concurrentes apparaissent que ce qui semblait être une évidence révèle sa véritable nature, celle d'une interprétation parmi d'autres. C'est précisément à ce moment qu'un phénomène intéressant apparaît, car lorsqu'une interprétation concurrente demeure marginale, elle suscite rarement de réaction particulière. Elle existe, elle circule, mais elle ne modifie pas réellement le paysage intellectuel ou médiatique. En revanche, lorsqu'un nombre croissant de personnes commencent à s'y reconnaître, la situation change. L'antithèse cesse d'être une simple possibilité théorique, elle devient une force culturelle. Et c'est souvent à ce moment-là que les tensions apparaissent. Les partisans du récit dominant considèrent parfois cette nouvelle lecture comme une menace. Les partisans du contre-récit considèrent quant à eux qu'ils expriment enfin une réalité qui n'était plus représentée. Le débat ne porte alors plus seulement sur les faits, il porte sur la légitimité même de la grille de lecture utilisée pour les interpréter. L'apparition et la progression des chaînes d'information en continu illustrent particulièrement bien ce phénomène, car elles disposent souvent des mêmes événements, des mêmes images et des mêmes déclarations. Pourtant, elles ne mettent pas toujours l'accent sur les mêmes sujets. Elles ne posent pas les mêmes questions. Elles ne hiérarchisent pas les mêmes préoccupations. Autrement dit, elles proposent parfois des lectures différentes d'une même réalité. Et lorsque le public se déplace d'une lecture vers une autre, la question la plus intéressante n'est peut-être pas de savoir quelle chaîne a raison. La question est de comprendre pourquoi une partie croissante de la population a le sentiment qu'une autre grille de lecture correspond davantage à son expérience du réel. Car une antithèse ne devient jamais influente uniquement parce qu'elle existe. Elle devient influente lorsqu'un nombre croissant d'individus estime qu'elle décrit mieux ce qu'il observe, ce qu'il vit ou ce qu'il ressent. Certains considèrent alors cette lecture concurrente comme un mouton noir, une anomalie, une rupture, une déviation du récit dominant. Mais à mesure que son audience grandit, une autre lecture devient possible. Et l'on pourrait presque imaginer ce mouton noir répondre en bêlant « Mouton noir, peut-être, mais mouton, quand même ». Comment une société construit-elle ce qui lui paraît naturel ? Au terme de cette réflexion, une idée s'est progressivement imposée à moi. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir quelle interprétation est la bonne. Peut-être est-elle de comprendre comment certaines interprétations deviennent si naturelles qu'elles cessent d'apparaître comme des interprétations. Car tout au long de cette enquête, un même phénomène est réapparu. Une photographie, un récit, une hypothèse, une évidence, puis l'apparition d'une autre lecture possible. Et soudain, ce qui paraissait aller de soi redevenait visible. Je crois que c'est là que se situe l'enjeu essentiel. Une interprétation n'est pas forcément fausse, mais elle demeure une interprétation. Et c'est très différent. La maturité intellectuelle ne consiste peut-être pas à choisir définitivement un camp. Elle consiste à conserver la capacité de voir qu'il existe plusieurs interprétations à un même récit. Le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir quelle lecture doit l'emporter. Le véritable enjeu consiste à conserver la capacité d'envisager qu'il puisse en exister plusieurs. Car peut-être la liberté intellectuelle ne consiste pas à remplacer une évidence par une autre. Peut-être consiste-t-elle simplement à conserver la capacité de s'interroger lorsque quelque chose paraît trop évident. La liberté intellectuelle consiste peut-être à ne jamais oublier qu'il existe autre chose à voir.
arrêter. Je vous demande de vous arrêter.